Élisabeth, Henriette d'Angleterre descend des plus prestigieuses familles d'Europe. Ah bah, elle a un pédigré hors pair. Elle est doublement de sang royal. Parce qu'en fait, elle est la fille du roi d'Angleterre Charles Ier et de la reine Henriette de France. Oui. Donc, elle est l'arrière-petite-fille de Marie Stuart, petite-fille d'Henri IV et de Marie de Médicis. Elle est nièce de Louis XIII, du roi Louis XIII, et donc d'Anne d'Autriche, et cousine germaine de Louis XIV. Alors, sa naissance a lieu dans des conditions politiques difficiles. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est la dernière enfant donc, de Charles Ier et d'Henriette d'Angleterre. Et depuis 4 ans, le pays vit des troubles terribles qui aboutissent à une guerre civile, juste avant la séparation de ses parents. Donc, 15 jours après la naissance d'Henriette, sa mère l'abandonne à une gouvernante, Lady Morton, c'est une Anglaise. Oui, tout à fait. La mère, pendant ce temps-là, donc, part en France. Elle est au Louvre. Carrément. Donc, accueillie par sa belle-sœur, Anne d'Autriche. Et bien accueillie. Elle est relativement bien accueillie en tant que reine d'Angleterre. Alors donc, Henriette Marie, elle est à la cour, au Louvre, tout va bien. Et à un moment, la gouvernante d'Henriette, le bébé, prend peur. Pourquoi ? Eh bien parce que la ville de naissance d'Henriette est prise par les opposants au roi. Et du coup, elle se dit que si la petite, elle aussi, devient prisonnière, elle ne survivra pas. Donc elle prend sur elle la décision de réunir la mère et la fille. Elle part, déguisée. Elle exfiltre donc la petite fille. Et alors c'est rocambolesque le voyage. Rocambolesque. Elle se déguise, elle, en paysanne bossue. Oui. La petite Henriette devient le petit Pierre. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que la petite princesse, qui a 3 ans, en fait, elle a déjà une certaine conscience de son rang. Parce que quand la gouvernante, pour évidemment camoufler les choses, dit « Allez, viens, le petit Pierre » et tout, elle répond « Mais non, je suis la princesse !» Et puis elle n'arrête pas de dire en hurlant, je suis la princesse. Alors, évidemment, l'autre, elle est morte de trouille parce qu'elle se dit que ça va être découvert. Elles arrivent à Calais, puis à Paris, et là, elles sont accueillies fraîchement par Henriette la mère. Pourquoi alors elle... Parce que en fait, c'est pas dans son plan quoi de récupérer sa fille. C'est la dernière. Elle en a pas grand-chose à faire. Tous ses autres enfants sont un peu éparpillés partout. C'est vrai. Il y a le frère aîné quand même, le prince de Galles, qui doit normalement succéder au roi d'Angleterre. Exactement. Qui quand même se met à l'abri lui aussi en France. Ouais. Et du coup, ils vont survivre à 3 parce que c'est quand même pas la fortune au Louvre. Hein. Et c'est quand même une petite existence. Alors là, c'est la fronde à Paris, la cour s'en va. Et là, pour le coup, ça se gâte pour les 2 Henriettes. Ah bah clairement, déjà, Anne d'Autriche oublie totalement de lui payer sa pension. Terminé. Donc plus rien. Et puis, lors de la fameuse Nuit des Rois en 1649, la cour s'en va du Louvre en les oubliant, mais totalement, sans les laisser pour compte. Donc elles restent là pendant tout le siège de Paris. Elles ont faim, elles ont même plus de quoi acheter des vivres, elle a déjà tout vendu. C'est affreux. Donc elles sont mais vraiment démunies et oubliées de tous. Après la fronde, Anne d'Autriche et Mazarin vont rentrer au Louvre. Et là, quand même, ils vont redonner une pension aux 2 Henriettes. Oui, et puis une place aussi. Alors, Henriette, à ce moment-là, elle est envoyée chez les Visitandines. Oui. Où elle reçoit une éducation due à son rang. Elle l'a acquise là. Elle va au couvent, pourquoi? Parce qu'en fait, entre-temps, il y a un événement majeur dans sa vie qui arrive, la mort de son père, par décapitation. Voilà. Il a été jugé, condamné à mort par le Parlement anglais, et donc elle se retrouve orpheline de père. La mère est une reine déchue et veuve. Et le frangin, on ne sait pas encore s'il va régner. Absolument, pour l'instant, il n'a pas encore récupéré le trône. Hein. Voilà. Donc, du coup, la mère se dit, finalement, il n'y a plus qu'une chose, il faut se réfugier au couvent. Et là, donc, elle devient la marraine de ce couvent. C'est pas un couvent très conventionnel. Non, c'est plutôt, on va dire, une pension, finalement. Où il se passe un peu des trucs. Voilà, il y a quand même les religieuses. Hein, oui, mais... et puis, elle a quand même un combat, c'est de rendre sa fillette catholique. Mais ça prend pas très bien auprès d'Henriette, la petite, parce que cette vie monotone l'ennuie profondément. Henriette, là-dessus, va être présentée à la cour. Et l'idée, c'est que potentiellement, elle pourrait devenir l'épouse de Louis XIV. Sauf qu'il n'est pas du tout emballé parce qu'elle a 11 ans. Ben oui, et lui en a 17. Et il en a 17. Elle est maigrichonne, elle a pas beaucoup de grâce, elle est godiche, quoi, encore. Bah, tout le monde se dit que c'est les pauvresses de la cour de France et personne n'en veut. Au début, Henriette,
elle prévoit d'épouser Louis XIV, soyons clairs. Alors c'est surtout les mères, c'est-à-dire la mère d'Henriette qui voudrait ça pour sa fille parce que c'est formidable, et puis la mère de Louis XIV, d'Anne d'Autriche, parce qu'elle aime bien cette petite Henriette qui a été élevée à la cour de France. Malheureusement, Mazarin est contre. Lui, il veut un mariage politique. Oui. Donc on pense à la Savoie, et puis on va penser surtout à l'Espagne. C'est ce qui va se passer. Et puis il y a aussi Louis XIV. Louis XIV, il n'a pas envie forcément d'épouser la petite cousine qui a 6 ans de moins que lui. Elle est toute petite, elle a J'ai 11 pas ans. envie d'avoir une petite fille avec moi. Et puis elle vaut rien parce que son père a été décapité, son frère ne règne pas, donc c'est des cacahuètes quoi. Sur le marché, zéro. Alors donc, on va chercher le mariage espagnol pour faire la paix avec l'Espagne, et on va proposer la petite Henriette à monsieur, c'est-à-dire Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, monsieur. Alors bon, ça passe... Bah, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire un chef-d'œuvre diplomatique. Mazarin va bientôt mourir, il veut terminer ça. Donc paix avec l'Espagne, et on se rapproche de l'Angleterre, et ça consolide la France. Mais c'est vrai que, bon, monsieur, il est bien obligé de se marier. Et puis surtout, si jamais Louis XIV meurt, il faut que le frangin assure. Oui. Donc on demande la main d'Henriette, on la dote, et le mariage va avoir lieu au Palais Royal. C'est un mariage très simple. Mazarin est mort, Anne d'Autriche porte le deuil, elle ne viendra pas au mariage. C'est là où vit la reine-mère d'Angleterre, c'est la mère d'Henriette. Alors, catastrophe. Louis XIV, qui avait dédaigné la petite gamine de 11 ans, maigrelette, bah là, il commence à la trouver à son goût. Bah parce qu'elle a changé. Elle est devenue piquante, elle est joyeuse, elle est drôle. Et puis, il est mal marié, Louis XIV. Il est avec cette Marie-Thérèse. Oui, elle est d'engâtée. Petite, qui n'arrête pas de bouffer. Oui, du chocolat, avec ses bouffons qui parlent pas français, qui dansent mal, enfin, c'est l'horreur. Et qui est moche. Voilà. Et en plus, Henriette est mal mariée aussi. Donc, les deux sont mal mariés, donc ils vont forcément se rapprocher. Et ça se passe à Fontainebleau, juste après le mariage. C'est toujours la saison d'été, on se retrouve. Et là, évidemment, il va sortir le grand jeu à sa cousine. C'est des balades, c'est des promenades. On va dans les bois jusqu'à 2 h du matin, donc ça fait jaser. Et puis on monte des spectacles. C'est un peu la Star Academy au château, en fait. Oui, c'est ça. Et donc ça se rapproche. Sauf qu'effectivement, ça jase, et il y a de quoi, parce que c'est quasiment de l'inceste. Évidemment, toute la subtilité de cette cour, on va mettre dans les pattes de Louis XIV et d'Henriette un paravent. C'est-à-dire, on choisit une jeune fille qui s'appelle Louise de la Vallière, à qui Louis XIV est censé faire la cour pour que les gens ne se rendent pas compte que c'est Henriette qui reluque. D'où elle sort, cette Louise de la Vallière? Eh bien, c'est une suivante, c'est une dame d'honneur de la petite Henriette. Ouais. Et donc, elle est toute belle, elle n'est pas de haute naissance, mais elle va servir donc de leurre, en quelque sorte. Voilà. Donc, on va la montrer devant, comme pendant que les autres font leur affaire derrière. Elle n'est pas somptueuse, si, au début. Elle n'est pas forcément très belle, mais elle n'est pas ambitieuse, Louise de la Vallière. Oui. Et donc, Louis XIV, ça le change d'avoir une fille comme ça, toute simple. Et donc, il va vraiment tomber amoureux d'elle, ce qui vraiment n'était pas prévu. Alors, Louis XIV, comme il est épié, tous les regards sont sur lui, il faut qu'il joue serré dans l'affaire. Et tout ça est en machination, avec son entourage, ses valets, évidemment. Mais alors, Henriette, elle s'en rend compte? Alors, Henriette, évidemment, va vite s'en rendre compte. Elle est dindon de la farce dans cette affaire, et ils ont des mots avec Louis XIV. Elle va lui dire, mais enfin, vous préférez une bourgeoise boiteuse et laide à une fille de roi. Et il y aura un ressentiment de la part d'Henriette vis-à-vis de Louis XIV, qui va s'atténuer peu à peu, mais enfin, vraiment, elle est furieuse. Elle a été plaquée devant toute la cour, ce qui n'est jamais très agréable. Alors Stéphane, nous sommes dans la chambre d'Anne d'Autriche. Alors à 17 ans, elle épouse Philippe d'Orléans, donc le frère de Louis XIV. Le problème, c'est que Philippe, il est quand même très homosexuel. Déjà, elle n'est pas surprise, elle le connaît depuis assez jeune. Lui, il s'habillait encore plus en fille autrefois. Petit. Donc elle le connaît. Elle vient quand même d'un pays, l'Angleterre, où les rôles de femmes au théâtre étaient tenus par des hommes. Oui. Donc déjà, sur le plan moral, ça la choque pas. C'est pas une bigote du tout. Elle est absolument pas dévote comme sa mère. C'est vrai. Vraiment, elle s'en tamponne le coquillard, si j'ose dire. Ouais. Et elle le trouve plutôt gracieux. Et puis, lui, il est tout excité par le mariage. Il a 21 ans. Il est persuadé que c'est lui qui va porter la robe de mariée. Bon, on va le... Et puis, il va discuter chiffon avec elle. Bref, il est tout gentil avec elle. Il le dira d'ailleurs. Je l'ai aimé 15 jours. Oui, mais alors là, elle va se consoler avec le favori de monsieur du moment, le comte de Guiche. Oui, et le plus étonnant, c'est que c'est monsieur qui va les présenter, parce qu'il dit, Henriette, il faut bien vous entendre avec mon favori, le comte de Guiche. Donc ils vont très bien s'entendre, ils vont finir dans les bras l'un de l'autre. C'est un peu le Baptiste Giabiconi de l'époque. C'est le top modèle du moment. Ouais. Et alors, elle est seule, Henriette,
Elle est délaissée, et lui, il comprend bien qu'il peut utiliser la détresse de madame. Mais alors, attendez là. Monsieur, il est amoureux du comte de Guiche. Oui. Donc, il boude. Ah bah non, il le sait pas. Ah bon? Eh bah oui, ils font ça en secret. Alors il se déguise, le comte de Guiche, il se déguise en bohémienne, c'est l'astuce qu'il a trouvée pour rentrer au palais royal. Donc il raconte des âneries à tout le monde, des prédictions, tout le monde le croit, mais il se rapproche comme ça d'Henriette et il peut atteindre son antichambre. Jusque-là, tout va bien, puisque monsieur ne sait pas. Mais monsieur va savoir. Oui. Et alors là, il va péter les plombs. Et surtout, il va se plaindre à son frère, et son frère qui va exiler le comte de Guiche. Il en a assez, Louis XIV, il veut pas de problème avec son frère, il a d'autres chats à fouetter. Donc, on exile le comte de Guiche. Finalement, il va finir par partir à la guerre et complètement partir de France. Il va aller se battre en Pologne. Il va très vite se dégrader, ce mariage. Mais en plus, tout le monde les épie et compte les coups. Il faut imaginer, monsieur, c'est quand même la grande folle du palais. C'est Michou sur des talons hauts. Tout le monde est autour de lui pour avoir soit un poste, soit un sac d'or, soit de l'influence. Et ils sont tous autour et ils grouillent. Et Henriette est au milieu de tout ça. C'est quand même une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe, d'autant que lui, il est jaloux comme un pou et il lui fait payer toutes ses frustrations d'être le frangin. Bien sûr. Donc, et pas le roi, et qu'elle brille. Alors, elle brille parce qu'en effet, elle a de l'esprit. Elle est assez libre parce qu'elle est fille de roi. Et elle en impose, et aussi parce qu'elle va aussi vivre un peu sa vie en parallèle avec Louis XIV, plus les amants supposés, et lui, ça ne passe pas du tout. Alors il va être infernal. Infernal. Il est insupportable. Eh ben, ça va aller en crescendo, donc il va commencer par des bouderies, par des remarques, puis après ça va être des colères. C'est quoi les boudes? Il boude régulièrement. Alors il s'enferme dans ses appartements, cela dit, il le fait très souvent avec ses mignons, mais il peut faire la grève des réceptions. Enfin, oui, bah, il boude. Alors elle se défend, Henriette, attention. Hein. Elle se défend, elle se plaint au roi, Louis XIV, qui n'en peut plus, du couple infernal. Donc il la maltraite psychologiquement. Elle en souffre énormément et surtout, elle est en guerre avec le fameux chevalier de Lorraine. Alors lui, c'est un débauché favori de monsieur. Bah, c'est ça, il va tomber amoureux, monsieur va tomber amoureux de ce chevalier de Lorraine. Il est beau. Il est beau, oui, il est très beau. Il est plus jeune que monsieur. monsieur, il a le même âge qu'Henriette. Oui. Mais alors, c'est vraiment le sournois, le fourbe. Il vient d'une petite famille, il veut exister dans Versailles. Et il couche avec monsieur, monsieur qui n'est pas terrible physiquement. On a vu des tableaux magnifiques de monsieur, mais la vérité. Bah, c'est-à-dire qu'il va prendre de l'embonpoint, ça va être une sorte de tonneau sur des échasses. Hein, il est tout petit en plus. Il est assez petit, mais il se met en valeur, il a l'art de se mettre en valeur. Des grandes perruques, des rubans, des bijoux. Il scintille comme un lustre. Hein. Quand monsieur arrive dans la galerie, tout le monde le voit. Hein. Et le sang. Parce qu'il se parfume à bal à Versailles. Et alors les deux, tout à coup, le mignon, le nouveau favori, hein, le chevalier de Lorraine, ne quitte plus monsieur. À tel point que un jour, dans un bal masqué, ils vont danser ensemble. Alors monsieur s'habille en femme. Et évidemment, le chevalier de Lorraine fait son chevalier servant devant toute la cour, éberluée. Donc vous imaginez quand même, Henriette est carrément humiliée, quoi. Elle supporte de moins en moins ce chevalier de Lorraine. Tout le monde le sait qu'il est homo. Oui, mais enfin, il y a des limites aussi. Il peut y avoir des limites, on peut cacher, en tout cas on peut être discret. Là, pas du tout. Et donc elle se plaint. Elle se plaint au roi, dans Louis XIV, comme d'habitude. Alors le roi, il laisse faire parce que finalement le chevalier de Lorraine l'arrange. Ça occupe évidemment monsieur. Oui. Plutôt, qui boude moins. Qui boude moins, en tout cas qui complote plus. Ce chevalier de Lorraine va prendre de plus en plus d'influence. Et ça énerve. Il va se croire arrivé au sommet. C'est vrai qu'il influence Philippe d'Orléans et donc il influence aussi Versailles. Et à un moment donné, Philippe va lui donner les revenus d'une énorme abbaye, mais c'est des millions et des millions de livres. Impossible, enfin le roi s'en aperçoit, le XIV dit ça suffit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il exile au château d'If dans Anne de Marseille, et ensuite direction l'Italie. Exil à Rome. Donc fini le chevalier de Lorraine, et la catastrophe nationale. Vous avez monsieur qui entre en transe, qui est furax. Il est amoureux. Eh ben, il est amoureux fou, donc il va voir son frère, il le supplie sur le parterre, il lui dit mais il faut me rendre le chevalier de Lorraine, il faut qu'il revienne. Le roi reste impassible, alors du coup monsieur qu'est-ce qu'il fait? La rage se reporte immédiatement sur Henriette, qui est pour lui la cause de la déchéance et de la fuite de son amant. Et alors là, c'est l'horreur, elle est de plus en plus seule et elle est carrément agressée verbalement, quotidiennement. Eh oui. À la rage de Philippe contre Henriette s'ajoute le rôle politique
que va jouer Henriette. Alors là, c'est trop. Ah oui, c'est trop pour monsieur. Pourquoi? Parce que Henriette va avoir un rôle politique. Louis XIV va l'utiliser pour faire une alliance stratégique avec l'Angleterre contre la Hollande. Parce que Louis XIV veut récupérer des terres au nord de la France. Et la Hollande va s'y opposer. Donc il faut un partenaire, il faut que l'Angleterre soit avec Louis XIV. Et qui de mieux qu'Henriette pour sceller l'alliance? Aujourd'hui encore, on se pose beaucoup de questions sur l'origine de sa mort, finalement. Est-ce que c'est une mort par maladie ou est-ce que c'est une mort par empoisonnement? Puisque elle croit, elle est sûre qu'elle a été empoisonnée. Oui. Effectivement. Elle est à Saint-Cloud, elle boit sa chicorée, et là, les douleurs reprennent, et elle hurle, on m'a empoisonné. Oui. Mais pourquoi l'aurait-on empoisonné? On suspecte le chevalier de Lorraine. Ben oui, et puis monsieur n'est pas fou de sa femme non plus. Il aurait pu l'empoisonner aussi. Oui, il voulait faire des enfants quand même, puis il n'avait pas besoin, sa femme ne le dérangeait pas. Il lui en voulait effectivement d'avoir fait chasser le chevalier de Lorraine, qui à ce moment-là était à Rome, donc on ne voit pas très bien comment il l'aurait empoisonné. On suspecte aussi vaguement les Hollandais, puisque comme elle a fait faire le traité entre l'Angleterre et la France, et que les Hollandais étaient les dindons de la farce, bon, enfin bon... Non, il n'y a pas vraiment de mobile. Et le monsieur, d'ailleurs, a une idée. Il dit, bah, si c'est un empoisonnement, faisons lécher la tasse à un chien. Oui. Et le chien ne meurt pas. Il se passe rien. Docteur, Oui. le poison saignait. Allez. Non, d'après l'autopsie, il n'y a pas de signe d'empoisonnement. Même si les autopsies sont critiquables, à l'époque, quand même, une autopsie, c'est aussi sérieux qu'aujourd'hui. C'est vrai que Louis XIV ne voulait pas d'un scandale et donc avait dit aux médecins français, arrangez-vous pour pas trouver le poison. Mais il y avait les médecins anglais. Et ça, les Anglais, ils n'auraient pas été d'accord.